Et donc, aujourd'hui, parler de la révision de la Constitution, cela ne peut même pas constituer un débat, parce que notre Constitution, souvenez-vous, la Constitution du 18 février 2006, elle a déjà été révisée une seule fois, le 20 janvier 2011. Je prends le cas du multipartisme. Vous savez qu'on peut toucher à l'article 220 sans pour autant dénaturer l'esprit démocratique qui a été consacré dans l'article 220 sur la question du pluralisme politique. Comment? Et sans pour autant nous introduire dans un monopartisme, un système des partis-États qui a été strictement interdit par la Constitution. L'UTOPES et le PPRD s'opposent sur quel point? Pourtant, les deux s'inscrivent dans une même logique idéologique. Mais non, ils s'opposent à quoi? Ça dénote effectivement une forme du multipartisme irrationnel. Bati Lukwebo a mentionné et il a fait savoir que la RDC n'a pas de problème du texte, plutôt un problème dans votre réaction, Manexine. Non, mais il n'a pas dit faux. Mais seulement, il n'est pas allé très loin dans sa réflexion. La Constitution dit que le président de la République est justiciable devant la Cour constitutionnelle, son juge pénal. Mais au même président, on lui donne la latitude de choisir 3 membres qui constituent la Cour constitutionnelle. Parmi le 9, le président choisit le 3. Pourtant, les décisions de la Cour constitutionnelle sont prises par la logique de quorum. Ça veut dire que d'après la Constitution du 18 février 2006, il est impossible qu'un président de la République soit destitué par la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État, lui, n'a pas de mandat. Le chef de l'État n'a que le pouvoir d'exercice. Et le pouvoir du chef de l'État est un pouvoir illimité. Parce que c'est le chef de l'État en réalité qui incarne la continuité de l'État lorsque le mandat du président de la République prendra fin. Exemple, les mandats de M. Joseph Kabila comme président de la République devraient s'arrêter depuis le 19 septembre 2016. Maintenant la question. C'est lui qui a dirigé le pays de 2016 jusqu'en 2018. C'est le président de la République ou c'est le chef de l'État? La réponse, elle est très claire. C'est le chef de l'État. J'exhorte au président de la République. Je demande avec beaucoup d'humilité au président de la République d'interdire à certaines personnalités de l'Union sacrée de se prononcer publiquement sur la question du changement de la Constitution. Parce que ces gens-là ne sont pas habilités. Qu'ils les interdisent. Qu'ils l'interdisent. Parce que ces gens-là n'ont pas l'art de convaincre le peuple. Ici, l'idéal n'est pas celui de vaincre le peuple, mais plutôt de convaincre le peuple. L'idéal n'est pas celui d'imposer le peuple, mais plutôt de proposer au peuple. Mais vous avez des gens qui passent avec des termes comme quoi « bolinga, bolingate, toko changer constitution ». On n'intimide pas un peuple. La République a ses personnes compétentes pour le faire avancer. Je reçois pour vous une personne qui fait parler de lui depuis un moment, depuis des années, en République démocratique du Congo, un acteur majeur sur la scène politique. Il est la réserve de la République. Nous allons essayer de parler sur cette question qui effraie l'actualité ces jours-ci, sur la révision de la Constitution. Faut-il réviser ou encore changer la Constitution? C'est une question qui taraude un peu les acteurs ou encore l'actualité ces derniers temps. Pour ce faire, je reçois pour vous sur ce plateau de repères un repère de la jeunesse. Comme je viens de le dire tout à l'heure, il est la réserve de la République. Lui, c'est Maître Manexi Yenda qui est avec nous aujourd'hui, à qui je dis bonjour et bienvenue, Maître. Bonjour et grand merci, Monsieur Jules. Je parie que vous allez bien. Ouais, ça va, on s'accroche. Mais c'est comme je viens de le dire dans mon prélude par rapport à cette question. Vous êtes juriste, vous êtes avocat, vous maîtrisez bien les textes. Par rapport aux dispositions de notre Constitution, il y a une disposition qui nous donne la possibilité de réviser ou encore de revoir la Constitution?
Bon, déjà que la Constitution, il faudrait commencer par là. La Constitution, c'est comme la vie d'un être humain, c'est comme la vie d'une société, c'est comme la vie d'une entreprise. Elle a été créée, elle vit, elle doit être adaptée, et puis à un moment donné, elle peut mourir. C'est comme ça que dans la lecture de la vie constitutionnelle, il y a 3 étapes qui entrent dans la ligne de compte. Il y a l'étape de la constitutionnalisation de la Constitution, l'étape de l'élaboration de la Constitution. La deuxième étape, c'est l'étape de la reconstitutionnalisation de la Constitution, l'étape de la révision constitutionnelle. Et enfin, la troisième étape, c'est l'étape de la déconstitutionnalisation de la Constitution. C'est l'étape de l'abrogation de la Constitution. Maintenant, la question est celle de savoir, est-ce la révision constitutionnelle est-elle prévue dans la Constitution? D'entrée de jeu, je dis oui, parce que la Constitution a prévu les possibilités d'adapter notre Constitution. Elle a même déterminé les organes habilités à prendre l'initiative pour la révision constitutionnelle. En l'occurrence, le président de la République, les membres du gouvernement, les 1/10 de chacune des chambres parlementaires, ainsi que la pétition de 100 000 signatures, une pétition ayant accordé au peuple la possibilité effectivement de pouvoir toucher la Constitution. Et donc, cette révision-là, elle est prévue. Et donc, aujourd'hui, parler de la révision de la Constitution, cela ne peut même pas constituer un débat, parce que notre Constitution, souvenez-vous, la Constitution du 18 février 2006, elle a déjà été révisée une seule fois, le 20 janvier 2011. Et donc, la révision, elle est prévue. Qu'en est-il alors du changement de la Constitution? Est-il prévu dans notre Constitution? Le changement de la Constitution, c'est ici que le débat devient beaucoup plus intéressant. Parce que ne peut comprendre l'esprit du pouvoir constituant originaire que c'est lui qui a la capacité d'interpréter la Constitution au-delà de l'interprétation littérale. Vous savez, ce qui est très dangereux d'ailleurs, c'est l'interprétation littérale. Il y a bien de gens qui pensent comprendre la Constitution simplement parce que la Constitution a été écrite en français. Comme ils savent lire le français, ils pensent qu'ils ont la capacité de pouvoir interpréter. En matière d'interprétation de dispositions constitutionnelles, il y a des principes que l'on doit mettre en exergue, notamment le principe de fin utile, ce qui explique la nécessité de pouvoir toucher à une disposition de la Constitution, si seulement ces dispositions ou une des dispositions pose un problème en termes de compréhension. En deuxième lieu, il y a un principe de sens éclairé, c'est-à-dire lorsque une disposition de la Constitution revêt un caractère d'ambiguïté, il est de bonne loi de faire recours au projet de la Constitution qui détermine les raisons pour lesquelles chaque disposition a été conçue par l'esprit du pouvoir constituant originaire. Et par là, je voudrais nous renvoyer à la lecture de l'article 229, les derniers articles de la Constitution. C'est par là qu'il y a la possibilité de changer la Constitution. Mais pour comprendre cela, il faut avoir, je l'ai dit, la capacité, parce que dans cette disposition, il y a le côté mystique de la Constitution. Il faut décrypter l'esprit caché dans cette disposition. L'article 229 dit ceci. La présente Constitution entre en vigueur. La présente Constitution, est adoptée par les référendums et entre en vigueur dès sa signature. Ici, ce qui est beaucoup plus important, c'est l'adoption et les référendums. La Constitution dit la présente Constitution est adoptée par les référendums. Vous savez, ce qui est adopté doit être abrogé. Et en droit, on parle d'une théorie, la théorie de l'acte contraire, le principe des parallélismes de forme et des compétences. Ça veut dire la même autorité qui avait élaboré la Constitution, qui a adopté la Constitution, et la même autorité qui peut abroger la Constitution. Mais ici, la seule manière ou la seule voie indiquée
pour abroger la Constitution, parce qu'elle a été déjà adoptée, c'est seulement par les référendums. C'est-à-dire la même Constitution qui a été adoptée par les référendums, la même Constitution peut être abrogée par la voie du référendum. C'est même ça l'interprétation de l'article 229 de la Constitution, qui est perçu comme un arbre qui cache toute une forêt. Vous avez parlé, quand on a commencé, vous avez parlé d'abord, en premier lieu, de la révision de la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a certains points dans la Constitution qui sont carrément verrouillés, qu'on ne peut pas toucher. Parce qu'il y a le débat sur la toile, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui estiment que si on arrivait à changer la Constitution, il faudrait que nous passions de 5 à 7 ans. Donc, ajouter les années du mandat du président de la République, alors que dans l'article 220, carrément, c'est verrouillé. Quelle est votre lecture de fait? D'abord, d'entrée de jeu, je voudrais vous dire qu'il n'y a aucune disposition dans la Constitution qui interdit de façon stricte à la Constitution de ne pas toucher l'article 220. Les verrous ou l'intangibilité qu'il y a autour de l'article 220, c'est plutôt l'intangibilité des matières et non de l'article 220. L'article 220 en soi peut être modifié. L'article 220 en soi peut être changé. Mais c'est les matières qui sont contenues dans l'article 220 qui sont verrouillées. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous savez, c'est vrai, on parle de la Constitution, mais vous devez savoir que du moment où la Constitution a toujours été considérée comme l'œuvre du peuple, du souverain primaire, ce qui voudrait dire que le vœu du peuple est au-dessus de la Constitution. Les vœux du peuple, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Et lorsque le peuple décide pour sa survie de pouvoir toucher une disposition, bien qu'ayant été ouverte par les verrous constitutionnels, alors il faudrait que le peuple ait ses vétos, parce que le peuple est le seul pouvoir qui a les vétos de changer la Constitution. Et donc aujourd'hui, revenir sur ce qui a été prévu dans l'article 220, notamment la question du pluralisme politique et syndical, la question de la forme de l'État, la question du nombre et de la durée du mandat du président de la République, seul le peuple qui a les vétos de pouvoir toucher à ces matières intangibles au nom du salut du peuple. Mais je vais vous donner quand même quelques cas de figure, parce que vous savez, ce débat est beaucoup plus intéressant lorsqu'on aborde le fait constitutionnel. Je prends le cas du multipartisme. Vous savez qu'on peut toucher à l'article 220 sans pour autant dénaturer l'esprit démocratique qui a été consacré dans l'article 220 sur la question du pluralisme politique. Comment? Et sans pour autant nous introduire dans un monopartisme, un système des partis-États qui a été strictement interdit par la Constitution. Aujourd'hui, regardez le multipartisme congolais comme il se présente. Moi, j'ai toujours dit que c'est un multipartisme irrationnel. C'est un multipartisme dépourvu d'un contenu ou d'une substance idéologique. Vous allez voir des partis comme, je prends le cas du PPRD, un parti de la social-démocratie. Vous avez un parti comme l'UDPS, autant un parti de la social-démocratie. Mais dans l'échiquier politique, au sein de l'arène politique congolaise, les deux partis s'opposent. Maintenant, la question, l'UDPS et le PPRD s'opposent sur quel point? Pourtant, les deux s'inscrivent dans une même logique idéologique. Maintenant, ils s'opposent à quoi? Ça dénote effectivement une forme du multipartisme irrationnel. Et aujourd'hui, ce multipartisme-là a créé des conséquences. Et des conséquences qui nous ont fait quitter de la démocratie à la particratie. Vous savez, la particratie est un système politique qui prend en état, qui prend en otage la totalité de la gestion de l'État. Vous savez, aujourd'hui, pour devenir recteur de l'université, il faut être membre d'un parti politique. C'est ça la particratie. Pour devenir directeur ou médecin directeur d'un hôpital public de l'État, il faut être membre d'un parti politique. Pour être engagé
à la DGDA, à la SONAS, la CNCS, etc. Il faut être membre d'un parti politique. C'est ça la particratie. Et donc, aujourd'hui, ces multipartismes-là a dénaturé, a fracturé les tissus démocratiques de notre pays au point de consacrer l'essentiel de pouvoir entre les mains d'une technostructure, c'est-à-dire un groupe d'individus qui prennent l'État en charge. Voilà maintenant la proposition de Manix Iyenda. Lorsque nous allons toucher l'article 220 pour revoir la question du multipartisme congolais, moi je propose l'idée par exemple de compacter tous les partis politiques en 3 blocs, en raison de mouvances idéologiques. C'est-à-dire le bloc des sociodémocrates, là vous trouverez l'UDPS, le PPRD, ensemble, dans le même lot. Vous avez de l'autre côté le bloc des libéraux, le bloc des républicains. Vous avez des partis comme le MLC, je pense que c'est un peu le cas avec l'UNC de Vital Kamerhe, et d'autres partis. Et enfin, vous avez le bloc des centristes, les partis écologistes, les partis centristes, les partis, par exemple, le parti de Germain Kambinga, qui se reconnaît centriste, les partis travaillistes de Nojek, peut-être, je ne sais pas si il est de quel bord idéologique. Bref, vous avez ces 3 blocs en raison de mouvances idéologiques. Maintenant, comment va se faire la gestion de l'État? Moi, je propose l'idée d'une gestion rotative de l'État sans pour autant organiser des élections qui nous coûtent après 5 ans plus de 1,5 milliard de dollars que nous pouvons alors affecter dans des secteurs comme l'agriculture, l'énergie, les routes, etc. Et donc, 10 ans après, un bloc reprend le pouvoir qui a été entre les mains d'un autre pouvoir en faisant une passation pacifique au pouvoir, et 10 ans après, un autre bloc reprend. Si le bloc des démocrates gère le pays pendant 10 ans, 10 ans après, les républicains prennent le pouvoir. 10 ans après, les centristes prennent le pouvoir sans pour autant organiser les élections qui nous coûtent autant de millions de dollars. Et ici, l'enjeu démocratique va devoir se jouer au sein des blocs par les moyens des primaires, là où les membres de chaque bloc vont devoir choisir celui qui sera à la tête de chaque bloc pour qu'il soit président de la République lorsque l'autre bloc va devoir céder le pouvoir 10 ans après. Ça, c'est une proposition. À amender sur la Constitution. À changer, à toucher là où il y a le verrou. À toucher, parce que la question de la pluralité politique est abordée dans l'article 220. Cette question-là a été verrouillée, mais au nom du salut du peuple. Parce que nous avons besoin de rationaliser la gestion du pays, et donc nous pouvons toucher l'article 220 tout en se servant du veto du peuple qui se manifeste par la voie du référendum. Apparemment, c'est comme si en République démocratique du Congo, vous en tant qu'acteurs politiques, chacun pose par rapport à la manière ou à ses projets politiques d'une certaine façon. Prenons ce que le président Vital Kamerhe dit. Il dit que la révision de la Constitution est légale et elle est constitutionnelle, mais tandis que le changement n'est pas constitutionnel. Mais vous venez de dire tout à l'heure là, que ce soit la révision, que ce soit le changement, il y a des dispositions et vous avez parler de l'article 229. Vous ne trouvez pas que ça devient un peu contradictoire quand les acteurs se contredisent d'une certaine façon sur une même constitution? Vous devez faire très attention avec les discours des acteurs politiques. Aujourd'hui, les politiques utilisent ce que moi j'appelle les discours génériques. Des simples déclarations, dépourvues d'un contenu. Ils énoncent des déclarations sans pour autant motiver leurs déclarations. Quand vous dites que la révision constitutionnelle est bien prévue et que la Constitution n'est pas prévue, il faut le motiver. Moi, je viens de le motiver en s'appuyant sur la lecture approfondie de l'article 229 qui traduit l'idée de pouvoir changer une Constitution par le mécanisme du référendum. C'est ça l'essentiel d'un débat. C'est ça les débats intéressants. Le débat citoyen ne s'arrête pas seulement à des simples discours. Non, nous allons changer la Constitution et puis on s'arrête là. On ne va pas changer la Constitution et puis on s'arrête là. Ceux qui veulent changer la Constitution, ils veulent s'éterniser au pouvoir et ils s'arrêtent là. Ça, ce ne sont que de simples déclarations politiques dépourvues d'une certaine substance scientifique et intellectuelle. Malheureusement,
les peuples a été truqué par ce genre de discours. Mais aujourd'hui, nous apportons un discours de contenu. Nous disons aux gens, oui, c'est possible de changer la Constitution, mais avec telle méthode, telle approche et telle nécessité qui s'est présente. Dans son discours de campagne en 2023, lors de la campagne électorale, le président de la République avait émis ce désir-là de s'adresser à la nation pour la révision ou encore au changement de la Constitution. Dans sa sortie médiatique de la semaine dernière, Bahati Lukwebo a mentionné et il a fait savoir que la RDC n'a pas de problème du texte, plutôt un problème d'homme. Votre réaction, Manexine? Non, mais il n'a pas dit faux. Mais seulement, il n'est pas allé très loin dans sa réflexion. Et même moi, je l'ai déjà dit, que la RDC ne pose pas vraiment un problème normatif, même s'il y a quand même certains problèmes de texte que nous pouvons toujours amender, adapter selon les réalités de notre pays, etc. Mais le plus grand problème du Congo, c'est un problème anthropologique, un problème d'homme. C'est l'homme qui pose problème. Même ceux-là qui ont rédigé la Constitution, ceux-là qui ont révisé la Constitution, ce ne sont pas des robots, ce sont des hommes. Ça veut dire, les mêmes hommes ont créé une constitution à problème que les autres hommes doivent adapter. Même lorsqu'on parle de la révision, ce ne sont que les hommes qui doivent réviser la constitution. Même lorsqu'on parle du changement, ce ne sont que deux hommes qui doivent changer la constitution. Aujourd'hui, je veux peut-être vous révéler un problème que beaucoup de gens n'abordent pas au sein de la constitution. Vous savez, l'homme que nous pouvons regarder soit sous l'angle d'un pouvoir constituant originaire, c'est lui qui a rédigé la Constitution, et de l'autre côté, l'homme sous l'angle d'un pouvoir constituant dérivé, c'est lui qui a le pouvoir de réviser la Constitution. Dans tous les cas, ce sont des hommes. Mais vous allez vous rendre compte que dans la Constitution, nous avons deux types de fraudes qui ont été déjà consacrés dans la Constitution. Il y a ce qu'on appelle une fraude constitutionnelle. La fraude constitutionnelle est cette fraude qui a été entretenue lors de l'élaboration de la Constitution par le pouvoir constituant originaire. Et les cas sont légion. Je veux par exemple vous donner les cas. Vous savez que la Constitution parle de la motion de censure et la motion de défiance. Et si vous analysez scrupuleusement sur les deux concepts, vous allez vous rendre compte que ce que la Constitution appelle motion de défiance, c'est en réalité la motion de censure. Ce que la Constitution appelle motion de censure, c'est en réalité une motion de défiance. Parce que lorsqu'on parle de la censure, c'est une sanction qui touche une partie dans la totalité. Vous savez, même dans la musique, lorsqu'on veut censurer une chanson, on censure une chanson qui pose problème, évidemment, et non tout l'album. Oh, évidemment. Or, dans la Constitution, lorsqu'on parle de la motion de censure, c'est cette motion qui touche tout le gouvernement. Lorsqu'on parle de la motion de défiance, c'est lorsqu'il s'agit d'un membre du gouvernement. Ça déjà, c'est un problème. C'est une erreur congénitale qui a été consacrée dans la Constitution. Je vous donne un autre fait. Vous avez l'institution président de la République. Déjà, je voudrais souligner que notre Constitution est d'inspiration française, mais vous allez constater que dans certaines questions, les législateurs suprêmes n'ont pas tenu compte de la Constitution modèle qui est la Constitution française de 1958, parce que ces gens-là avaient effectivement une autre intention à insérer dans la Constitution pour donner à l'institution présidente de la République des pouvoirs exorbitants. Je vous donne un fait. Si vous lisez la Constitution française de l'article 5 à l'article 19, là où on parle du président de la République, nulle part la Constitution française considère le président de la République comme le chef de l'État. Nulle part. Mais seulement, lorsque vous regardez l'article 69 de notre Constitution, on dit les présidents de la République et les chefs de l'État. Vous savez que c'était
par lapsus ou c'est un fait anodin que les législateurs suprêmes congolais, c'est-à-dire le pouvoir constituant originaire, considèrent le président de la République comme le chef de l'État? Je ne pense pas. Parce que, d'après l'esprit du législateur suprême, on voulait que le président de la République ait un pouvoir au-delà de l'institution président de la République. Je vous donne deux faits. La Constitution dit que le président de la République est justiciable devant la Cour constitutionnelle, son juge pénal. Mais au même président, on lui donne la latitude de choisir 3 membres qui constituent la Cour constitutionnelle. Parmi le 9, le président choisit le 3, les parlements dans sa bicaméralité choisit 3 en raison de 2 venant de l'Assemblée nationale et 1 du Sénat, et enfin les 3 autres qui viennent du Conseil supérieur de la magistrature. Lorsqu'on donne au président de la République, qui du reste est justiciable devant le même juge, la latitude de choisir le même juge, en réalité on fait du président de la République juge parti. C'est un peu comme on vous dit, monsieur Jules, choisissez les juges qui sont censés vous juger. Pensez-vous que ces juges-là seraient accrochés à un principe de l'indépendance des juges? Je ne pense pas. Encore que s'il faudrait tenir compte à la règle de l'arithmétique politique simple. Dans le 9 juges qui composent la Cour constitutionnelle, vous avez au moins 6 juges qui sont déjà à la merci du président de la République. D'abord, ces 3 juges choisis par lui-même et les 3 autres juges choisis par le Parlement qui, du reste, est d'obédience du président de la République. Pourtant, les décisions de la Cour constitutionnelle sont prises par la logique de quorum. Ça veut dire que d'après la Constitution du 18 février 2006, il est impossible qu'un président de la République soit destitué par la Cour constitutionnelle. Ça, c'est une fraude constitutionnelle. Un autre fait. Wow. On appelle notre Cour la Cour constitutionnelle. Pourtant, les gens qui sont dans cette Cour, certains sont des porteurs de diplômes de droit, des magistrats et de surcroît des juges. Pourtant, d'autres sont des politologues. Les cas, par exemple, du professeur Bagnakou. Le professeur Bagnakou n'est pas un magistrat, n'est pas un porteur d'un diplôme de droit. C'est un politologue. Parce que on a voulu que l'expertise de la science politique soit inclue dans l'expertise du droit constitutionnel pour bien appréhender les questions de droit constitutionnel. Parce que le droit constitutionnel, en réalité, c'est un droit politique. C'est un droit qui réglemente l'espace politique national. Mais malheureusement, dans d'autres cieux, lorsque les autres membres au sein de la Cour ne sont pas qualifiés comme étant des magistrats, cette Cour-là ne devrait pas être appelée Cour constitutionnelle, mais plutôt Conseil constitutionnel. En réalité, notre Cour ne devrait pas être appelée Cour constitutionnelle, mais plutôt Conseil constitutionnel. Parce que dans la Cour, on ne trouve que de magistrats et de surcroît de juges. Ça aussi, c'est un problème consacré dans notre Constitution. Troisième fait. Qui doit être changé impérativement. Dans ces débats ici, ces niveaux de réflexion, que ce soit Kabouya, que ce soit Boudimbo, que j'ai entendu tout à l'heure, ils ne vont pas vous amener dans ce genre de terrain. Vous savez que l'article 14, alinéa 5 de la Constitution parle du principe de la parité. Et puis la Constitution dit ceci, on doit observer le principe de la parité dans toutes les institutions publiques à caractère national, provincial et local. Je vous donne un fait. Vous prenez l'institution comme l'Assemblée nationale. Pourtant, je reviens, ça c'est une parenthèse, le concept de parité ne découle pas de la science juridique, de la science sociale. Le concept de parité découle de la science exacte. Et en mathématiques, la parité veut dire ex aequo, égalité, 50-50. Même sur le plan du sport, lorsqu'on parle d'un score des parités, ça veut dire on parle de 1-1, ou de 2-2, ou de 3-3. Parce que la parité veut dire 50-50. Mais maintenant, on vous dit, on doit observer ces principes. Nous prenons le cas d'une institution comme l'Assemblée nationale, dont les députés sont élus dans un suffrage universel direct. Question, est-ce qu'on va imposer au peuple de voter 250 députés hommes et 250 députés femmes? Je dis non. Parce que le droit que portent les électeurs, c'est un droit électoral, et le droit électoral dans un contexte démocratique est un droit sacré qui fonde sur la liberté de choix des électeurs. En deuxième lieu, vous avez l'institution président de la République. Il répond aux critères publics et nationaux.
alors que l'institution président de la République est une institution monolithique. Vous dites que nous devons appliquer le principe de la parité. Est-ce qu'il faudrait dire aux électeurs de voter un président homme et une présidente femme? Conclusion, les principes de la parité ne devraient pas être appliqués à l'égard des institutions à caractère électif, mais plutôt seulement à l'égard des institutions à caractère nominatif, comme c'est le cas pour le gouvernement. C'est à l'autorité des nominations de prendre en compte ces principes de la parité lorsqu'il nomme le membre du gouvernement. L'exemple, c'est celui du premier gouvernement de François Hollande. Il avait nommé 17 ministres hommes et 17 ministres femmes. Ça aussi, c'est un problème dans la Constitution. Et lorsque nous voudrons bien changer la Constitution, nous devons revenir sur ces dispositions qui posent problème afin de doter à la République une Constitution qui répond effectivement à la taille et aux réalités politiques de notre pays. Et puis, un autre fait. Vous savez, l'étude du droit constitutionnel a toujours été inhérente à l'étude de la psychologie politique. On doit regarder l'homme que M. Bahati a fait allusion. L'homme politique congolais pose problème. En France, par exemple, les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur. Mais chez nous, lorsque le législateur était en train de rédiger la Constitution, il s'est rendu compte que si nous prenons le modèle français, nous aurons des sérieux problèmes parce que une fois le président nomme les ministres de l'Intérieur et que ces ministres de l'Intérieur organisent les élections, il va toujours organiser les élections en faveur du président en exercice. D'où il faut créer un organe indépendant. Voilà pourquoi on a créé une institution d'appui à la démocratie qu'on appelle la Commission électorale nationale indépendante. Et là-bas, la loi même qui régit la CENI exige que la présidence de la CENI revienne entre les mains de la société civile. C'est comme ça que vous avez très généralement les prélats, tout comme le pasteur, à la tête de la CENI. C'est pour maintenir l'équilibre et garder la transparence afin que le jeu électoral soit un jeu à la portée de tout le monde et que le meilleur gagne. On a réfléchi cela tout en tenant compte de la mauvaise mentalité politique de l'homme politique congolais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons changer la Constitution tout en regardant les comportements et l'attitude de l'homme politique congolais d'aujourd'hui pour éviter qu'il y ait des dégâts. Vous imaginez par exemple, lorsqu'un gouvernement n'organise pas les élections, maintenant quelle est la sanction prévue pour ça? Il n'y a pas de sanction dans la Constitution. Pourtant, nous devons effectivement mettre un élément, une assise, qui devra limiter les marges de manœuvre de ceux qui détiennent le bâton de commandement de la République. Parce que ceux qui gèrent, plus vous gérez le pays, plus vous avez envie de vous accrocher au pouvoir. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une disposition qui doit sanctionner ceux-là qui n'organisent pas les élections. Et qui doit prévoir effectivement une suite après que ceux-là qui étaient à la tête du pays n'aient pas été capables de pouvoir organiser les élections. Et donc tout ça là, ça fait partie d'un vrai débat de contenu, mais malheureusement, les politiques, que ce soit de l'opposition et de la majorité, les gens n'abordent pas le fond du débat. Maître Manix, vous venez de parler de comment normalement les élections devraient être organisées par le ministère de l'Intérieur. Vous êtes d'accord par rapport à cette par rapport à ça? Non, mais je dis, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de la culture politique de chaque pays. Mais par rapport à la culture politique de notre pays, en RDC, c'est pendant le cas. Chez nous, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Non. Parce que déjà, le ministère de l'Intérieur fait partie du gouvernement. Mais chez nous, c'est lui qui a été nommé doit rendre le compte à celui qui l'avait nommé. Celui qui a été nommé sera l'éternel serviteur de celui qui l'avait nommé. C'est un peu comme ce juge. Du moment où le président de la République vous a choisi comme juge au sein de la Cour constitutionnelle, comment vous allez prendre des décisions contre ce président de la République? Ça veut dire qu'en réalité, il y aura une difficulté de prévaloir le principe de l'indépendance des juges. C'est-à-dire, pour éviter cela, c'est comme ça que le législateur a pu créer un organe à part, la CENI, pour qu'elle organise les élections sans pour autant dépendre des acteurs politiques. C'était un mécanisme tout en tenant compte de la mentalité des acteurs politiques congolais. J'aimerais aussi avoir votre avis, Maître Manix, s'il faudrait, parce qu'il y a certaines personnes qui estiment que nous devons passer du régime
semi-présidentiel au régime présidentiel. Quelle est votre lecture? Parce qu'aujourd'hui, nous avons vécu quand le président de la République a pris le pouvoir, je crois en 2019, comment est-ce qu'il était bloqué par le FCC, c'était une coalition. Mais en 2023, pour mettre le gouvernement en place, ça a pris du temps, il fallait organiser, il fallait qu'il y ait de consultations, et tout ça là, ça bloque un peu le pays pour son avancement. Si le président de la République a toutes les manettes du pouvoir, il sera en mesure de nommer lui-même. Vous, comment vous concevez la chose? Vous savez, ça aussi, ça fait partie d'un point qui peut faire l'objet d'un débat, ces débats constitutionnels. C'est vrai que nous sommes dans un régime apparemment semi-présidentiel, mais c'est vrai, c'est un régime apparent. Parce que dans le fond, vous allez vous rendre compte ça n'existe pas dans la Constitution. Nous sommes en réalité dans un régime présidentiel. Et je veux vous le démontrer. J'ai entendu à une certaine période, je pense que c'était le professeur Bouchab, si je ne me trompe pas, qui avait parlé de la primo-ministérialité. C'est-à-dire un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire, mais dont l'essentiel du pouvoir revient au Premier ministre, ce qui est tout à fait normal. Mais vous allez vous rendre compte que les législateurs suprêmes, tout en ayant consacré ces régimes hybrides, les mélanges du présidentialisme et du parlementarisme, mais vous allez vous rendre compte que les législateurs suprêmes a plus donné au président de la République de pouvoirs exorbitants. C'est comme ça que je l'ai dit. Le président est présenté comme une entité, mais avec le pouvoir d'un chef de l'État. Vous savez, dans une république, le président de la République est comme un arbitre, mais le chef de l'État est comme un capitaine. Donc vous faites un parallélisme entre chef de l'État et président de la République. Mais bien sûr que oui. Donc c'est deux personnes différentes. C'est totalement différent, parce que le président de la République, c'est celui que nous avions élu. C'est lui qui porte le mandat, c'est le président de la République. Mais seulement, le président de la République a un mandat limité au regard de l'article 70 de la Constitution qui dit le mandat du président de la République a une durée de 5 ans renouvelable une seule fois. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. C'est le mandat du président de la République qui est limité. Mais en ce qui concerne le chef de l'État exerce un pouvoir de fait. Le chef de l'État, lui, n'a pas de mandat. Le chef de l'État n'a que le pouvoir d'exercice. Et le pouvoir du chef de l'État est un pouvoir illimité. Parce que c'est le chef de l'État, en réalité, qui incarne la continuité de l'État lorsque le mandat du président de la République prendra fin. Exemple, les mandats de M. Joseph Kabila comme président de la République devraient s'arrêter depuis le 19 septembre 2016. Maintenant, la question. C'est lui qui a dirigé le pays de 2016 jusqu'en 2018. C'est le président de la République ou c'est le chef de l'État? La réponse, elle est très claire. C'est le chef de l'État qui incarne la continuité de l'État parce que les mandats du président de la République avaient déjà pris fin depuis le 19 septembre 2016. Comme pour dire, le mandat de Tshisekedi peut arrêter en 2028 comme président de la République, mais c'est lui qui va gérer les pays au-delà de 2028. Ce ne serait pas le président de la République, mais plutôt le chef de l'État. Et donc, en revenant sur la question du régime, vous allez vous rendre compte que je l'ai dit, les législateurs suprêmes ont donné plus de pouvoir au président de la République. Au chef de l'État. Non, au président de la République. Président de la République comme identité, mais avec le pouvoir d'un chef de l'État. En réalité, le président de la République est président, certes, mais le pouvoir qu'il a, ce n'est pas un pouvoir du président de la République, mais plutôt un pouvoir du chef de l'État. Tenez, il y a un principe de Montesquieu, celui de séparation de pouvoir, qui dit le président de la République ne peut pas s'interférer aux compétences dévolues aux autres institutions. On est bien d'accord? Ça veut dire que, en réalité, l'institution président de la République est au même titre que le Parlement, le gouvernement, ainsi que les cours et tribunaux. Ça, c'est très clair. Mais lorsqu'on parle du chef de l'État, le chef de l'État est le chef du Parlement, des cours et tribunaux, du gouvernement. Il est même le chef de l'institution président de la République. Parce qu'on dit les chefs de l'État. Et dans l'État, vous avez les présidents de la République, les parlements, les cours et tribunaux et tout le reste.
Et c'est comme ça que la Constitution donne des attributs au président de la République, non pas comme président de la République, mais plutôt comme chef de l'État. Lorsque la Constitution le considère comme le commandant suprême des forces armées, ça c'est un pouvoir attribué au chef de l'État et non au président de la République. Les symboles de l'unité nationale, c'est le chef de l'État et non le président de la République. Les garants des bons fonctionnements des institutions de la République, c'est le chef de l'État et non le président de la République. Regardez. Vous avez un pouvoir législatif qui existe et qui a la mission de légiférer les textes. Et ça, vous le savez, les lois sont d'émanation du Parlement. Mais dans toutes les démarches législatives pour qu'une loi soit réellement une loi, avec ses effets juridiques à l'égard des tiers, on donne au président de la République 2 étapes majeures. Lorsqu'une loi vient de l'initiative du gouvernement, on appelle ça projet de loi. Lorsqu'elle vient de l'initiative d'un membre du Parlement, on appelle ça proposition de loi. Une proposition ou projet de loi, quand ça arrive au niveau du Parlement, on débat dessus. Après les débats, c'est l'adoption. Après l'adoption, c'est la promulgation. Mais qui promulgue? C'est le président de la République. Première étape. Mais là, le législateur a limité le pouvoir du président de la République. Il a dit, dépasser 15 jours, si le président de la République ne promulgue pas une loi, cette loi-là est réputée promulguée. Mais cela ne suffit pas. Mais pour qu'une loi ait des effets juridiques à l'égard des tiers et opposables à tous, il faut que la dite loi soit publiée par le journal officiel. Or, le journal officiel est un service d'attache à l'institution président de la République. Si le journal officiel ne publie pas, la loi ne sera jamais mise en vigueur. Là, on donne ces pouvoirs-là à qui? Au président de la République, mais avec un pouvoir de chef de l'État. On dit encore que le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Regardez l'élection de gouverneurs de province. Les gouverneurs de province sont élus au 2e degré par le député provincial. C'est une légitimité de 2e degré. Mais en même temps, on donne au président de la République la possibilité de destituer un gouverneur de province alors qu'il n'a pas élu un gouverneur de province. C'est un pouvoir exagéré qu'on donne à un chef de l'État. Vous comprenez un peu? Et donc, aujourd'hui, les législateurs suprêmes, en donnant un certain nombre d'attributs au président de la République, tout se gère entre les mains du président de la République. Encore un autre exemple pour finir. On dit que le président de la République n'est pas responsable politiquement devant le Parlement parce que ce n'est pas lui qui porte le programme du gouvernement devant. Lorsque les gouvernements, voilà même les indices d'un régime parlementaire. D'abord, on dit les chefs du gouvernement doivent être assortis de la majorité parlementaire. Premier indice du parlementarisme. Et de 2, c'est les gouvernements qui portent le programme du gouvernement endossé devant les parlements. Ok. Mais seulement, un président qui n'a pas la responsabilité politique à endosser, un président qui n'élabore pas le programme du gouvernement parce que cela ne relève pas de sa compétence, mais plutôt du gouvernement, on donne à un président un pouvoir de filtrage. C'est lui de présider le Conseil des ministres. Or, le Conseil des ministres, c'est le lieu par lequel on filtre toutes les décisions du gouvernement. Lorsque une décision passe par le gouvernement, si le président de la République ne l'a pas validée, cette décision-là ne passe pas. C'est-à-dire qu'on donne au président de la République le pouvoir de caler même une démarche en réalité du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir de présider le Conseil des ministres. Et lorsque le président de la République préside le Conseil des ministres, là, il agit comme le chef du gouvernement. En réalité, comme chef de l'État. D'où la conclusion, en réalité, sur le plan de forme. Nous sommes dans un régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel, mais sur le plan de fait, nous sommes dans un présidentialisme absolu. Maître Manix, parce que nous sommes en train de parler droit, et nous avons 2 points à soulever ici, et puis pour mettre terme à cette émission, mais vous venez de parler de quelque chose de très important, que le président de la République a le pouvoir de démettre un gouverneur. Mais vous savez très bien que le gouverneur a des comptes à rendre au ministre de l'Intérieur, non au président de la République. Comment, par quel mécanisme et par quel texte le président de la République peut démettre directement un gouverneur? Éclairez-nous. C'est ce qui est malheureusement prévu. On dit, lorsqu'il y a dysfonctionnement au niveau de la province, le président de la République
en sa qualité de garant des bons fonctionnements des institutions de la République, y compris les provinces, peut émettre son veto. C'est en cela que le président de la République peut démettre un gouverneur de province. Lorsqu'une crise persiste au sein d'une province, par exemple, il y a une crise politique entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale, le président de la République peut agir comme médiateur. Le président de la République peut se décider soit de démettre le gouverneur de province, soit de prendre une mesure conservatoire qui va devoir réorganiser la province avec des décisions prises par les présidents de la République. Mais quel est le rôle alors des députés provinciaux? C'est les députés provinciaux qui sont considérés comme des contrôleurs politiques de gouverneurs de province. C'est un peu comme sur le plan national. Le contrôleur politique du gouvernement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Et au niveau de province, ce sont des assemblées provinciales. Mais comment, au-delà de l'Assemblée provinciale, on donne aussi au président de la République ce pouvoir de démettre les gouverneurs de province? Encore que, ça je reviens maintenant à la question de la forme de l'État. Nous sommes dans un contexte d'un État unitaire, certes, mais avec des effets juridiques de la décentralisation. Et au niveau de province, on ne parle même pas de la décentralisation, mais on parle de la régionalisation. Pourquoi? Parce que les provinces ont des organes politiques. Les provinces créent des lois qu'on appelle des édits. Les provinces ont des assemblées délibérantes. Les provinces ont des exécutifs provinciaux. Encore que, au-delà de la collaboration des gestions qui existent entre le pouvoir central et le pouvoir provincial, il y a un principe de la libre administration de la province qui existe. La province a une autonomie, non seulement juridique, mais aussi politique. Même si on n'est pas dans un cas du fédéralisme. Ça veut dire qu'il y a des mécanismes, des transferts de pouvoir qui donnent aux organes de la province la pleine capacité de gérer la province sans pour autant dépendre du gouvernement central. Mais vous allez vous rendre compte qu'à tout bout de champ, le gouvernement central a toujours un regard au nom du principe de l'unitarisme. C'est comme ça que les ministres de l'Intérieur se voient toujours plus supérieurs et il a toujours les pleins pouvoirs d'exercer sa tutelle sur le gouverneur de province. Et très généralement, il y a chevauchement parce que certains gouverneurs de province refusent parfois les décisions qui viennent des ministres de l'Intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a conflit des compétences. Et donc, en réalité, ce sont des choses que nous devons analyser minutieusement lorsque nous allons nous mettre d'accord sur la question, soit de la révision de la Constitution, tout comme du changement de la Constitution, parce qu'il y a des choses que nous devons impérativement changer. Mais je voudrais peut-être finir, c'est ça la recommandation que j'ai faite ce matin au président de la République. J'exhorte au président de la République. Je demande avec beaucoup d'humilité au président de la République d'interdire à certaines personnalités de l'union sacrée de se prononcer publiquement sur la question du changement de la Constitution. Parce que ces gens-là ne sont pas habilités. Qu'ils les interdisent. Qu'ils l'interdisent. Parce que ces gens-là n'ont pas l'art de convaincre le peuple. Ici, l'idéal n'est pas celui de vaincre le peuple, mais plutôt de convaincre le peuple. L'idéal n'est pas celui d'imposer le peuple, mais plutôt de proposer au peuple. Mais vous avez des gens qui passent avec des termes comme quoi « bolinga, bolingate, toko changer la constitution ». On n'intimide pas un peuple. On ne menace pas un peuple. Et dans une démocratie, avec le peuple, il y a des concessions. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent avec le forcing politique, avec le mot le plus désobligeant. Des gens hautains, remplis d'un orgueil excessif. Des gens qui excitent la colère du peuple en lieu et place de convaincre le peuple pour une démarche salutaire autour du changement de la Constitution. Donc, au président de la République de désigner les gens qui savent parler, qui savent convaincre, des gens qui ont l'art de convaincre le peuple, des gens qui ont le contenu et non le brouillaya que nous venons d'entendre les semaines passées. Maître Manix, nous allons chuter par cette question parce que nous sommes en train de parler de la Constitution.
et de la révision ou encore changement de la Constitution, à quelle période faudrait-il changer ou bien reviser la Constitution? Parce qu'il y a des questions encore qui se posent sur la toile. Dans la période dans laquelle nous sommes, les provinces qui sont occupées par l'ennemi, ça poserait problème s'il faudrait qu'on passe par la révision encore le changement de la Constitution. Est-ce possible? Vous savez, les combles, c'est que, et c'est ce qui dérange le peuple, je pense, lorsque le politique vient avec l'idée de changer ou de modifier la Constitution, juste au moment de la fin du mandat. Non, ça, je pense que, logiquement, ça peut faire l'objet de beaucoup d'interprétations. Le peuple risquerait de croire comme si vous avez l'intention de vous éterniser au pouvoir. Vous savez, les moments le plus propices pour moi, où les pouvoirs de Tshisekedi pouvaient, depuis, toucher à la Constitution, c'était le moment des états généraux du ministère de la Justice par M. Constant Moutamba. Il fallait déjà en ces temps-là insérer la donne constitution et voir comment après les états généraux du secteur de la justice, voir comment mettre en place une commission technique qui va devoir travailler sur soit la révision tout comme le changement de la constitution. Et l'idéal, moi je pense, c'est de le faire au début du premier mandat. Malheureusement, ceux qui gèrent le pays, lorsqu'ils entrent au pouvoir, ils pensent que ils gèrent bien le temps. Ils pensent que la Constitution n'est pas un problème. Mais malheureusement, lorsqu'ils arrivent à la fin, c'est alors qu'ils veulent changer la Constitution. Telle a été l'expression politique délibérément exprimée par les membres du Front commun de l'époque, Joseph Kabila. Et aujourd'hui, je veux vous dire, l'UDPS reproduit pratiquement la même chose que le PPRD dans les... Il y a une phrase fétiche qui circule ces derniers temps. On dit que le président de la République n'a pas un mandat, mais il a plutôt une mission. Ça, c'est une erreur. Et vous savez, le mal, c'est que les charlatans, les cordonniers, les commissionnaires des biens immobiliers, les vendeurs des articles, des sacs et des chaussures des femmes, tous, ils viennent en politique. Et même les TikTokers. Et le danger, c'est que lorsque ces parvenus-là, ils prennent la parole en public, et lorsqu'ils parlent, comme ils exercent une certaine influence, il y a des gens malheureusement qui les écoutent. Voici l'erreur dans ces discours. Lorsque vous dites aux gens que le président de la République n'a pas de mandat, en réalité c'est un aveu. Vous affirmez que le président de la République n'avait pas été élu. Or, pour avoir les mandats, il faut d'abord être élu. Mais non, vous dites que le président de la République n'a pas de mandat. Ça veut dire que Tshisekedi n'avait pas été élu. Ça, c'est un discours à interdire. Moi, président de la République, lorsque j'entends quelqu'un dire ce genre de choses, je le suspends. Je le suspends. C'est un discours irréfléchi. C'est un discours sans vitamine intellectuelle. Un discours dépourvu d'intelligence. Un discours creux. Un discours creux. Voilà ce qu'il faut dire. Le président de la République a un mandat. Mais celui qui a une mission, c'est le chef de l'État. C'est ce qu'il faut dire. Le président de la République a un mandat. Et le mandat du président de la République est limité dans l'article 70 de la Constitution. Quand vous dites que le président n'a pas de mandat, vous voulez dire quoi au juste? D'où vient cette intelligence-là? Elle est diabolique. Le président a un mandat. Mais c'est lui qui a la mission pour la destinée de ce pays. Eh bien, c'est le chef de l'État. À cela, de prendre humblement la pensée de Manix Yenda et d'abandonner leur pensée suicidaire que je considère comme une drogue à la population congolaise. Heureusement qu'il y a des gens avertis qui ont la capacité de désintoxiquer notre peuple de la drogue populaire.
Manix Yenda, si en 2028 la partie Est n'est toujours pas pacifiée, faudrait-il aller toujours aux élections ou bien faudrait attendre jusqu'à ce que le président de la République pacifie l'Est pour Mais aller aux c'est très élections? clair. On ne peut pas parler des élections sans la paix. On ne peut pas parler des élections dans l'insécurité. La tenue des élections ne tient que sur deux réalités majeures. La première, c'est la réalité financière. Il faut avoir le moyen financier pour couvrir les charges électorales, acheter les kits électoraux, payer les personnels de la CENI, etc. Deuxième réalité, c'est la réalité sécuritaire. Pour organiser les élections, il faut avoir le contrôle sécuritaire de toute l'étendue du territoire national. Protéger les kits, protéger les agents de la CENI et protéger même la population qui va voter les candidats de leur choix. En 2023, ça n'a pas été le cas. Non, mais écoutez, il ne faudrait pas vous référer à des mauvais exemples pour de modèles alors que nous avons besoin d'organiser des élections dites transparentes, participatives et crédibles. Hier, on a peut-être parlé des 2, 3, 4 localités qui étaient entre les mains de rebelles. Aujourd'hui, on parle de la province de Nord et du Sud Kivu. Organiser les élections sans le Nord et le Sud Kivu, c'est plus qu'un simulacre des élections. C'est plus qu'un déni de démocratie. Ce serait plus qu'un hold-up électoral. Et c'est lui qui deviendra président. Comment peut-on imaginer ou mesurer son degré de légitimité sans la population de Nord et de Sud Kivu? Ça veut dire, dès lors que l'insécurité sera installée dans la partie Est, eh ben, ce serait logique de ne pas organiser les élections jusqu'à ce que nous allons recouvrer la paix et puis chasser tout le groupe rebelle qui traîne encore sur le territoire congolais. Les cas de l'Ukraine aujourd'hui, les peuples ukrainiens sont conscients. Ils ont dit à M. Zelensky, restez encore là, alors que le mandat de Zelensky était déjà pratiquement épuisé. Zelensky devait organiser les élections. Ils sont conscients de la situation sécuritaire. Vous devez rester là jusqu'à ce que nous allons retrouver la paix. C'est de la même manière que nous devons dire, tant que le rebelle continue d'occuper de manière illégale la partie Est, Tshisekedi doit être là. C'est même ça la mission qu'il a en tant que chef de l'État. Il a la mission de donner aux Congolais la paix avant d'organiser les élections. Merci beaucoup, Maître Manix, de répondre à notre invitation. C'est à moi de vous dire merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Vous avez été très nombreux à devoir nous suivre et à accorder une attention particulière. Vous êtes très nombreux dans le monde que vous nous suivez, que vous nous aimez. Merci beaucoup. Et je dis un grand merci au sponsor officiel de cette émission, 3T, la marque du peuple. Si vous voulez vous habiller chic et bien, habillez-vous chez 3T. Vous ne serez jamais déçus. Alors pour le reste, je vous dis un grand merci. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.